Depuis l'entrée en service de James Webb, on a souvent l'occasion de traiter sur la chaîne de découvertes passionnantes concernant les exoplanètes. K2-18b serait une planète Icéan, avec peut-être de la vie aquatique. GJ9827d serait enveloppé d'une atmosphère de vapeur d'eau. Et plus récemment, TRAPPIST-1e posséderait sa propre atmosphère, en plein dans la zone habitable de son étoile. Des résultats passionnants, mais qu'il faut toujours mettre au conditionnel. Il repose en effet sur un tout petit jeu de données et plusieurs modèles en compétition pour expliquer au mieux ces dernières. Les modèles en question sont au cœur de notre connaissance des exoplanètes, et on en parle finalement assez peu. Comment peut-on dire en quelques transits que TRAPPIST-1c n'a probablement pas d'atmosphère épaisse, ou que sa compagne TRAPPIST-1e a de bien meilleures chances d'en avoir une? Eh bien, c'est justement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va prendre le temps de comprendre comment on peut, à partir de quelques données, créer des modèles de plus en plus complexes de ce qui se passe sur des planètes situées à des années-lumière de nous. C'est un domaine en plein développement, bourré d'incertitudes, mais c'est le meilleur outil disponible pour explorer en quelque sorte tous ces nouveaux mondes qui se révèlent à nous. Un modèle, c'est une représentation simplifiée d'un système qu'on souhaite étudier. On peut modéliser l'économie d'un pays, le comportement d'un groupe de consommateurs, la forme d'une flamme à la sortie d'une tuyère, ou les conditions offertes par l'atmosphère d'une exoplanète. Dans certains cas, les modèles sont très performants et verront juste dans 99,99% des situations. Dans d'autres cas, les performances sont beaucoup moins bonnes. Les systèmes étudiés sont tellement chaotiques qu'une bonne prévision relève de l'impossible. C'est par exemple le cas des modèles météo. On ne verra très probablement jamais de prévision météo à 1 an, même avec l'aide d'une super intelligence artificielle. Les dépressions, anticyclones et autres turbulences sont trop sensibles aux variations des conditions initiales. On peut déployer des centaines de satellites météo et les plus puissants calculateurs du monde, il y a une limite à ce qu'il est possible de faire. Si on a du mal à prédire le temps qu'il fera sur notre planète dans 3 semaines, vous vous doutez bien qu'on n'emmène pas large quand il s'agit de déterminer si l'eau est à la bonne température dans les régions équatoriales de K2-18b. Mais ce qui est bien avec les modèles, c'est qu'on peut les complexifier ou à l'inverse les simplifier à l'extrême. S'ils sont plus simples, ils répondront à des questions beaucoup plus larges. C'est un peu la démarche qui est suivie dans l'étude des atmosphères d'exoplanètes. On commence avec des modèles très simples, les modèles 0D, qui ne prennent que très peu de paramètres en compte, et on peut aller jusqu'à des prédictions très complexes avec les modèles GCM, qui sont calqués sur la climatologie terrestre. À chaque étape, on rajoute de la complexité, on multiplie les suppositions, mais on peut également spéculer sur des phénomènes de plus en plus précis. La vitesse des vents, la présence et la composition des pluies, la différence entre la phase jour et la phase nuit, c'est toute une fenêtre de connaissances qui s'ouvre à nous. Pour mieux comprendre de quoi il en retourne, commençons par le plus simple, les modèles 0D, pour 0 dimension. Dans un modèle 0D, on va considérer l'atmosphère d'une exoplanète comme un point uniforme, sans variation, avec partout la même température, la même pression, la même composition, les mêmes caractéristiques générales. Une simplification à l'extrême. Les modèles de ce type permettent généralement de dresser le bilan énergétique pour la planète, et ainsi de se former une bonne intuition de leur habitabilité. Un modèle 0D peut ainsi servir à déterminer une température d'équilibre radiative. C'est la température théorique qu'atteindrait la planète si elle absorbait toute l'énergie de son étoile dirigée vers elle, avant de la rayonner dans l'espace. On peut faire un calcul assez simple à partir des paramètres orbitaux de la planète, de son albédo et de la luminosité de son étoile. Pour la Terre, on obtient avec un tel modèle une température d'équilibre de -18°C. Par rapport à la réalité, on est à côté de la plaque, d'environ 33 degrés. La température moyenne de la Terre est en réalité de 15°C. Un simple modèle radiatif 0D est donc imprécis, mais il n'est pas inutile pour autant. L'erreur est de quelques dizaines de degrés, c'est beaucoup mais suffisant pour avoir une première idée de l'habitabilité. L'eau reste liquide entre 0 et 100 degrés. Avec une marge d'erreur de 33 degrés, on peut tout de même aller se placer entre ces deux bornes. Et donc estimer rapidement si une planète est assurément un désert brûlant, une boule glacée, ou si même avec une marge d'erreur, elle a encore du potentiel. Les 33 degrés d'erreur pour la modélisation 0D de la température terrestre, on les doit essentiellement à la simplicité du modèle.
il omet tous les effets atmosphériques, et notamment l'effet de serre, qui explique pour la Terre la différence entre la température modélisée et la température réelle. C'est pourquoi il devient nécessaire de passer un cap de complexité et de se rapprocher un peu plus du réel en ayant recours à des modèles 1D. Bon, ici 1D signifie une dimension. Il faut imaginer qu'on étend notre modélisation de l'atmosphère dans la verticalité. C'est comme si on prenait une ligne qui va du sol jusqu'à l'espace et qu'on essayait de comprendre comment les différents effets peuvent varier suivant l'altitude ou la pression atmosphérique. On ne se préoccupe pas encore de latitude ou de longitude, on considère que l'atmosphère est uniforme au pôle et à l'équateur, à l'est et à l'ouest. La seule dimension qui nous intéresse, c'est l'altitude. Avec un tel modèle, on va continuer à étudier les effets d'illumination et de radiation, mais on va également y ajouter la chimie de l'atmosphère, l'effet de serre, le transport thermique entre les différentes couches atmosphériques ou les conditions de condensation. On ajoute déjà une belle couche de complexité par rapport au modèle 0D. C'est ce qui va permettre de comprendre les observations, mais aussi de les préparer. En effet, ces modèles atmosphériques ont un double rôle. Ils sont nécessaires en amont et en aval. Car en effet, on n'a pas attendu de découvrir les premières exoplanètes pour faire de tels modèles. L'un des plus célèbres est le modèle de Casting, qui a été publié en 1993, 2 ans avant la découverte de la première exoplanète. Il a notamment permis de définir des zones habitables autour de différents types d'étoiles. En fait, les modèles précèdent toujours les observations. C'est même comme ça qu'on sait ce qu'on doit chercher et quels instruments sont nécessaires. Si aujourd'hui James Webb fait ses observations en infrarouge proche et moyen avec un miroir de 6,50 m, c'est entre autres à cause de tels modèles. Ils ont été utilisés pour prévoir quelles espèces chimiques se trouveraient à quelles altitudes, sur quel type d'exoplanète et quelle signature spectrale il fallait donc s'attendre à observer. On a donc une sorte de boucle vertueuse où les modèles guident les observations et où les observations viennent en retour alimenter les modèles. Et quelquefois ça marche très bien, même avec des modèles encore relativement simples comme les 1D. Je prends un exemple avec la planète TRAPPIST-1c. Si vous suivez régulièrement la chaîne, vous devez connaître le système TRAPPIST-1. Il s'agit d'une naine rouge entourée d'un cortège de 7 planètes, toutes assez similaires en taille à la Terre. Un laboratoire parfait pour étudier les conditions d'habitabilité autour des naines rouges et notamment la présence ou non d'atmosphère sur ces planètes. Plusieurs de ces planètes sont dans la zone habitable de l'étoile, et les autres sont soit un peu trop proches de TRAPPIST-1, soit un peu trop loin. En 2023, un groupe de chercheurs a voulu utiliser James Webb pour savoir si TRAPPIST-1c, la deuxième planète du système, avait une atmosphère. Ils ont donc commencé par créer une série de modèles 1D avec des hypothèses différentes. Un scénario où TRAPPIST-1 serait une boule rocheuse, sans aucune atmosphère, un autre où elle aurait une épaisse atmosphère de CO2, semblable à Vénus, et des scénarios intermédiaires où la planète posséderait une atmosphère plus fine, mêlée d'oxygène. Ce tableau issu du papier est, je vous l'accorde, un peu effrayant de premier abord, mais vous allez voir, il condense au final assez simplement les prédictions des différents modèles et les compare aux observations de James Webb. En bas, sur l'axe des abscisses, on a différentes compositions chimiques pour l'atmosphère. À droite, une atmosphère entièrement composée de CO2, un peu comme Vénus. Et tout à gauche, une atmosphère presque sans CO2. Entre les deux bornes, des compositions intermédiaires. Sur l'axe des ordonnées, on a la pression atmosphérique au sol. Cela va d'une atmosphère très fine, tout en haut, à une atmosphère très épaisse, tout en bas. Enfin, entre chaque case, il y a un chiffre qui désigne la différence entre la prédiction de chaque modèle et l'observation réelle réalisée par James Webb. Donc, plus le chiffre est bas, plus le modèle correspond bien aux données. Ce tableau nous montre que l'hypothèse vénusienne, occupée par les scénarios en bas à droite du tableau, ne fonctionne pas très bien. Les modèles qui expliquent le mieux l'atmosphère de TRAPPIST-1c sont celui-ci, une atmosphère composée principalement de CO2 mais très fine, ces deux-là, qui désignent des atmosphères plus épaisses mais plus pauvres en CO2, ou ce dernier qui nous montre une pression A1 bar similaire à ce qu'on connaît sur Terre, mais presque sans CO2. La conclusion principale de l'étude, c'est qu'on peut exclure l'hypothèse d'une épaisse atmosphère de CO2. Les autres portes restent relativement ouvertes. Un résultat significatif qui a été rendu possible par ces fameux modèles qui nous intéressent aujourd'hui. Vous le devinez sûrement, on peut aller encore plus loin dans la complexité avec des modèles 2D. Dans ces derniers, on garde notre dimension d'altitude, mais on rajoute soit la latitude, soit la longitude. On peut ainsi séparer les phénomènes qui se déroulent au pôle et à l'équateur, ou entre une phase jour et une phase nuit.
Ils peuvent être intéressants pour explorer des planètes en rotation synchrone, par exemple, qui présentent toujours la même face à leur étoile. Mais l'étape ultime, c'est évidemment les modèles 3D, souvent dits GCM, pour Global Circulation Model. Ces derniers tentent de représenter toute l'atmosphère d'une exoplanète, dans toutes ses dimensions. Ce sont des modèles hérités de la météorologie et de la climatologie terrestre, ainsi que des modèles martiens et vénusiens qui peuvent s'appuyer sur un grand nombre de données. Pour les exoplanètes, il faut cependant pas mal boucher les trous avec des paramètres inconnus. Quand on observe une exoplanète, on a, avec un peu de chance, une masse, un diamètre, des paramètres orbitaux et peut-être quelques indices chimiques. La composition exacte de la surface, l'albédo, la vitesse de rotation sur elle-même doivent être plus ou moins devinées, ou être déclinées en plusieurs possibilités qui donnent plusieurs modèles. Le problème des modèles GCM, c'est qu'ils sont très gourmands en calcul. En début d'année, Météo France a lancé un appel d'offres pour le renouvellement de ses supercalculateurs, justement parce que les modèles globaux, c'est atrocement gourmand. Alors évidemment, on n'est pas sur le même niveau de complexité avec un modèle d'exoplanète. On s'en fiche de savoir s'il pleuvra demain sur un continent inconnu. Mais il faut quand même découper l'atmosphère en une grille plus ou moins fine, y ajouter les différentes altitudes et calculer l'impact de différents effets. Pour un modèle, ça va, mais si on veut tester 100 hypothèses différentes, il vaut mieux avoir des amis bien placés dans les centres de calcul. Malgré ces difficultés, les modèles GCM gagnent du terrain et sont de plus en plus utilisés dans des cas précis. Reprenons l'exemple de TRAPPIST 1C. Dans cette étude, datant de 2024, un groupe de chercheurs a voulu s'assurer que notre résultat de 2023 était le bon. C'est-à-dire que le modèle vénusien, une épaisse atmosphère de dioxyde de carbone, pouvait être définitivement écarté. Sauf que cette fois-ci, ils ont déployé un modèle GCM très précis. Une pression au sol de 92 bars, une atmosphère de CO2, un peu d'acide sulfurique, une copie parfaite de Vénus. Ils ont cependant intégré une rotation synchrone car c'est le cas le plus probable pour une planète si proche de son étoile. Le résultat est le même qu'en 2023. Le spectre prédit ne correspond pas à celui observé par James Webb, et le scénario vénusien pour TRAPPIST 1C est encore une fois rebuté. Vous remarquerez cependant que l'étude de 2023 pouvait se permettre d'étudier toute une grille d'hypothèses grâce à des modèles 1D simples, tandis que celle de 2024 doit se contenter d'une unique hypothèse forcément très précise. Idéalement, il faudrait pouvoir tester des centaines de conditions différentes en GCM pour voir ce qui correspond le mieux aux observations réelles. Mais c'est là qu'un autre gros problème émerge. Même si on a toute la puissance de calcul nécessaire, il arrive parfois que deux modèles très différents fassent la même prédiction. Le cas récent le plus célèbre est sans doute K2-18b. Cette exoplanète, sensiblement plus grande que la Terre, connaît son petit moment de gloire, et ce, essentiellement grâce à un modèle, celui des planètes Icéan. Une équipe a ainsi modélisé que sous certaines conditions, des planètes pourraient développer un vaste océan d'eau liquide sous une épaisse atmosphère d'hydrogène. Ces océans pourraient éventuellement accueillir la vie. James Webb a mené des observations de K2-18b et ces résultats s'accordent plutôt bien avec les prévisions du modèle Icéan, avec la potentielle découverte d'une biosignature en prime, le DMS. Génial, on peut déboucher le champagne, nous ne sommes plus seuls dans l'univers. Mais pas si vite. Car un autre modèle a été proposé qui explique lui aussi plutôt bien les observations de James Webb, et il prédit que K2-18b est recouverte de magma, forcément moins excitant. Alors, comment est-ce qu'on arrive à des prédictions assez similaires avec des hypothèses si différentes? C'est là qu'on se rend compte qu'il faut forcément spéculer beaucoup pour lancer un modèle. Il manque énormément de données sur ces planètes lointaines. On peut raisonnablement en deviner quelques-unes, comme le fait qu'une planète très proche de son étoile soit en rotation synchrone, mais souvent il faut s'appuyer sur ce qu'on connaît déjà dans le système solaire. Ce n'est pas pour rien que Vénus revient souvent sur le tapis quand on évoque TRAPPIST 1C. Malgré ça, l'avenir s'annonce très prometteur. Idéalement, la puissance de calcul disponible va continuer de grimper, et lancer des centaines ou des milliers d'hypothèses en modèle GCM pour une unique exoplanète intéressante sera peut-être un jour possible. En plus de ça, chaque nouvelle découverte permet un retour d'expérience qui peut servir à améliorer les modèles utilisés. Chaque mission d'exploration du système solaire, chaque spectre d'exoplanètes relevé vient augmenter la qualité des suppositions qui sont faites. Plus les modèles deviennent précis, plus leurs prédictions sont incroyables. Telle géante aurait des vents circulant à plus de 20 000 km/h, telle autre abriterait des pluies de sable.
C'est un peu un moyen de faire de l'exploration en imagination de mondes qui resteront à jamais hors de notre portée. J'espère secrètement qu'un jour on aura des ressources telles qu'on pourra faire tourner certains modèles scientifiquement crédibles en sorte de jeux vidéo, avec des mondes 3D qu'on pourrait explorer basés sur la meilleure représentation connue d'exoplanètes réelles. Ça ne remplace pas le rêve du voyage interstellaire, mais ça titillerait nos âmes d'explorateurs, en mettant toute la galaxie, ou presque, à portée d'un clic, sans les dangers associés au voyage spatial. Voilà qui nous amène au bout de ce nouveau format. Merci beaucoup pour vos retours sur la première vidéo, j'ai hâte de les lire pour celle-ci. J'ai déjà vu passer quelques suggestions de sujets dans vos commentaires et je vous encourage à continuer les propositions. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour un DNDE et un dossier et dans 2 semaines pour notre format du dimanche.